Tallinn, 17 juin 2026. Le Premier ministre estonien signe une carte d'identité. Son titulaire n'est pas un citoyen, c'est un logiciel. Un numéro d'État pour un agent qui agira en votre nom. Et personne, dans son propre gouvernement, ne sait qui paiera quand la machine se trompera. Épisode Estonie, une identité légale pour les agents IA. Chapitre 1. Le matricule. Un pays donne un nom à la machine et croit avoir réglé la question de la faute. Reprenons la scène. Le 17 juin, le Premier ministre Kristen Michael approuve une proposition de son conseil consultatif sur l'intelligence artificielle. Et selon The Register et Bloomberg, l'Estonie se présente comme le premier pays au monde à donner aux agents IA une identité numérique à eux. Voilà l'idée. Votre assistant logiciel ne se contente plus d'emprunter votre identité, il reçoit la sienne. Un matricule, exactement comme un citoyen en reçoit un à la naissance. Et ce matricule a des bords. Le code dit ce que l'agent peut toucher et jusqu'où. Il peut consulter un dossier sans avoir le droit de le modifier ou régler une facture, mais jamais au-dessus d'un plafond fixé d'avance. Prenez un cas concret. Vous lâchez un agent pour réserver un déplacement. Avec le matricule, il accède à votre agenda et à votre carte à hauteur de 300 € et rien d'autre. Il ne peut ni vider le compte, ni fouiller 10 ans d'archives. C'est plus malin qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, quand vous branchez un agent sur votre boîte mail ou votre banque, vous lui tendez le trousseau de clés complet. Le matricule remplace ce trousseau par un pass à usage limité. Et soyons justes, pour la traçabilité, c'est un vrai progrès. Quand quelque chose tournera mal, on saura quel agent a agi, sous quelle autorisation, à quelle minute. Pourquoi l'Estonie et pourquoi maintenant ? Parce que c'est le pays le plus numérisé d'Europe. Vote en ligne depuis 2005, identité électronique pour chaque habitant, presque tous les services publics à portée de clic depuis 20 ans. Quand ce pays regarde devant lui, il voit arriver des millions d'agents qui rempliront nos déclarations et parleront à l'administration à notre place. Alors il prend les devants, et il pose une question qui sonne juste. Je cite le Premier ministre, il faut qu'il soit clair qui agit, au nom de qui, avec quel droit, et qui est, au bout du compte, responsable. Cette fin de phrase, c'est tout l'épisode, parce que donner un nom à une chose ne la rend pas responsable. On sait nommer le conducteur dans un accident, ça ne dit pas encore qui répare la tôle, ni qui paie l'hôpital. L'identité dit qui a agi, elle ne dit pas qui répond, et c'est là que le bel objet estonien se fissure. Le même gouvernement qui annonce le matricule reconnaît, dans le même document, qu'il n'a pas tranché la responsabilité. Aucune date de lancement, aucun mécanisme, juste 3 pistes posées sur la table et personne pour choisir entre elles. Alors gardons la scène en tête, mais retournons là. L'Estonie nous offre un identifiant magnifique pour savoir quel agent a agi. La vraie question, celle qui vous coûtera de l'argent un jour, tient en une ligne. Une fois qu'on sait quel agent a fait la bêtise, à qui présente-t-on la facture ? Chapitre 2. Un ordinateur ne peut jamais être tenu pour responsable. Une phrase d'IBM vieille de presque 50 ans, que personne n'a su contredire. La phrase vient d'un manuel de formation interne d'IBM daté de 1979, de deux temps. Elle dit ceci, un ordinateur ne peut jamais être tenu pour responsable. Donc, un ordinateur ne doit jamais prendre une décision de gestion. De deux temps. 47 ans plus tard, elle n'a pas pris une ride. Et il faut comprendre pourquoi. Tout notre droit de la responsabilité repose sur une chose qu'une machine n'a pas. Quelque chose à perdre. Un humain qui dérape, on peut le sanctionner. On peut le ruiner d'une amende ou, dans les cas graves, l'enfermer. La peur de la sanction, c'est le moteur silencieux qui fait que les gens font attention. Deux juristes de Georgia Tech, Mark Riddle et Devon Desai, l'écrivent noir sur blanc dans un préprint intitulé AI Agents and the Law. Le droit, c'est discipliner un agent humain parce qu'il peut le frapper au portefeuille ou à la liberté. Un agent logiciel, lui, ne sent rien. On peut bien le débrancher. Ça ne dédommage personne et ça ne dissuade rien. Et ce n'est plus théorique. Les tribunaux reçoivent déjà ces affaires. Une cour canadienne a condamné Air Canada à payer un client pour un tarif inventé de toutes pièces par son chatbot. La compagnie avait tenté un argument fascinant. Le robot serait une entité distincte, responsable de ses propres déclarations. Les juges ont refusé net. L'entreprise répond de ce que son outil raconte sur son site. Plus récemment, Reuters l'a rapporté le 12 juin, un tribunal allemand a jugé Google responsable de contenu faux produit par son résumé automatique, son AI Overview. Et ces deux décisions ne sont pas des anecdotes, elles posent un précédent. Dans deux pays de droit différents, le même réflexe. L'outil n'absorbe pas la faute, le propriétaire la garde. Vous voyez le geste des juges ? Ils refusent le tour de passe-passe. Quand on leur présente la machine comme l'auteur de la faute, ils regardent derrière et ils cherchent l'humain ou l'entreprise qui l'a mise en service. Pour l'instant, la responsabilité remonte le long du fil, jusqu'à un propriétaire. Et c'est exactement ce que le matricule estonien vient compliquer. Car en donnant à l'agent un nom officiel, une existence reconnue par l'État, on lui offre ce qu'Air Canada n'avait pas réussi à invoquer, un statut, une entité
entité nommée, séparée, avec ses propres droits inscrits dans un registre public. La tentation devient énorme. Demain, l'avocat d'une entreprise ne plaidera plus « ce n'est qu'un logiciel ». Il dira « ce n'est pas nous, c'est l'agent numéro tel. Regardez, il a sa propre identité légale. Allez lui demander des comptes ». Et là, le fil qui remontait jusqu'au propriétaire se coupe net. Le matricule, pensé pour responsabiliser, devient l'outil qui déresponsabilise. Ce renversement n'a pourtant rien d'inédit. Le droit l'a déjà vécu, une fois, à très grande échelle. Pour comprendre, il faut remonter à la dernière époque où l'on a inventé une personne qui n'était pas un humain. Chapitre 3. La personne morale. Le droit a déjà fabriqué un être sans corps. On vit encore avec la facture. Avant nos agents logiciels, le droit avait déjà créé un personnage qui n'a ni chair ni conscience et qui pourtant signe des contrats et possède des biens en son nom propre. Cette créature, vous la connaissez, c'est la société, l'entreprise comme personne morale. L'idée paraît banale aujourd'hui, mais elle a été un coup de génie juridique. Au milieu du 19e siècle, le Royaume-Uni vote coup sur coup 2 lois qui inventent la responsabilité limitée moderne. Le principe est simple et radical. Si l'entreprise fait faillite ou cause un dommage, l'investisseur ne perd que sa mise, jamais sa maison. Pourquoi créer ça ? Parce que sans cet écran, personne n'aurait financé la folie industrielle de l'époque. Des chemins de fer aux usines, c'est Paris qui n'engrangeait leurs premiers revenus qu'à des années de distance. Le risque illimité paralyse, la responsabilité limitée libère le capital. On a fabriqué une personne artificielle exprès pour qu'elle encaisse le risque à la place des humains derrière elle. Mais tout écran de responsabilité a un revers. Quand une filiale pollue une rivière et fait faillite le lendemain, la victime se retrouve face à une coquille vide. La maison mère, elle, reste à l'abri, protégée par la personnalité juridique distincte de sa filiale. Les juristes ont même un nom pour la riposte. Lever le voile social. Aller chercher derrière la personne morale les humains qui s'y cachent. Plus de 150 ans de droit des sociétés, c'est en grande partie l'histoire de cette bataille-là. Jusqu'où peut-on percer l'écran pour atteindre l'argent qui se planque derrière ? Maintenant, posez cette histoire sur l'agent autonome. L'Estonie s'apprête à créer une nouvelle personne artificielle. Mais cette fois, une pièce essentielle manque. Derrière une société, même la plus opaque, il y a toujours, en théorie, des humains qu'on finit par nommer. Un dirigeant, un actionnaire au bout de la chaîne. Mais l'agent doté de son matricule, lui, renvoie à qui ? À l'utilisateur qui l'a lancé sans rien comprendre ? Ou faut-il viser l'entreprise qui le lui a vendu et qui renverra elle-même vers le laboratoire ayant entraîné le modèle, 3 maillons plus haut ? La société à responsabilité limitée gardait au moins un propriétaire identifiable au bout du fil. L'agent autonome, lui, agit à partir d'un modèle que personne dans la pièce n'a écrit, sur des données que personne ne maîtrise tout à fait. On reprend la vieille mécanique de l'écran de responsabilité et on retire l'humain qu'on pouvait encore attraper derrière. Voilà le vrai enjeu du matricule. Pas la science-fiction d'une IA qui réclamerait des droits, mais la répétition, très terre-à-terre, d'un geste juridique connu. Un geste qui déplace le coût. Reste à savoir vers qui il le déplace. Et 3 acteurs ont déjà répondu, chacun à sa manière. Chapitre 4. Milei, Target, American Express. 3 acteurs, 3 endroits où loger le coût d'une erreur. Pendant que l'Estonie hésite, d'autres ont tranché, et la réponse s'oppose frontalement. Première réponse, la plus brutale, l'Argentine. 2 semaines avant l'annonce estonienne, le président Javier Milei défend, dans une tribune au Financial Times, l'idée de sociétés non humaines, des entités entièrement pilotées par logiciel, dotées d'une responsabilité limitée. Sa formule est désarmante de franchise. La responsabilité limitée n'est pas un luxe pour ces entités, c'est une condition de leur existence. Traduisons, Milei dit tout haut ce que le matricule laisse dans l'ombre. Pour que l'économie des agents décolle, il faut que quelqu'un soit protégé des dégâts qu'il cause. L'écran de responsabilité n'est pas un effet secondaire, c'est le moteur. Deuxième réponse, à l'exact opposé, l'entreprise qui refuse l'écran et vous le renvoie. Le distributeur américain Target a discrètement modifié ses conditions générales avec une section au nom limpide, commerce agentique et accès délégué. Son texte ne laisse aucune marge. Les achats faits par un agent que vous avez autorisé sont réputés des transactions que vous avez autorisées. Point. Si votre agent commande 3 000 € de marchandises par erreur, c'est votre problème, pas celui de Target. La responsabilité redescend sur le déployeur, c'est-à-dire vous. Troisième réponse, encore différente, l'acteur qui choisit d'absorber le risque lui-même. En avril, American Express a lancé sa boîte à outils pour le commerce agentique avec une promesse inverse de celle de Target. Si un client autorise un agent à payer et que l'agent se trompe, American Express s'engage à protéger ce client des débits liés à l'erreur. Et les montants ne sont pas anecdotiques.
Un agent qui commande, négocie ou signe engage des sommes à la vitesse de la machine, des milliers de fois par jour, là où l'erreur humaine restait isolée et lente. Pendant ce temps, aucun grand cadre, ni à Bruxelles ni à Washington, ne dit clairement qui paye la bévue d'un agent. Le vide n'est pas qu'estonien, il est partout. Regardez la carte qui se dessine. Milei cache le coup dans une coquille protégée. Target le renvoie au client. American Express, lui, le garde sur ses propres épaules. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est du calcul d'incitation. Target vend des objets, chaque litige sur un achat lui coûte cher et ne lui rapporte rien, donc il pousse le risque vers le client. American Express vend de la confiance et du paiement. Prendre la casse à sa charge, c'est son métier depuis toujours, et un bel argument commercial. Chacun place l'écran exactement là où son modèle économique a intérêt à le poser. Et c'est précisément pour ça que le silence estonien est dangereux. Tant que l'État ne dit pas où va le coup, ce sont ses rapports de force privés qui décident à sa place. Le plus gros acteur écrit ses conditions générales en premier, et le maillon le plus faible, presque toujours l'utilisateur, hérite de la facture. La vraie question n'est donc pas « faut-il un matricule ?», mais qui aura le pouvoir de décider où il pointe. Chapitre 5. La grille du décideur. Avant qu'un tribunal ne tranche à votre place, voici où regarder. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on dirige une entreprise prête à lâcher des agents dans ses processus ? Première chose, arrêtez de confondre l'identité et la responsabilité. Le matricule estonien, le Agent Name Service, poussé par l'OWASP, les annuaires d'agents bâtis sur le DNS, tout cela, c'est de la plomberie. Utile, nécessaire, mais ça répond à quel agent a agi, jamais à qui répondent ses actes. Ne prenez jamais un identifiant pour une assurance. Deuxième chose, avant de déployer un agent, tranchez vous-même la question que Target et American Express ont déjà tranchée pour vous. Dans vos contrats avec vos fournisseurs d'IA, où atterrit la responsabilité quand l'agent dérape ? Lisez les conditions générales comme un assureur les lit, ligne à ligne. La clause qui dit « Les actions de l'agent que vous autorisez sont réputées les vôtres », c'est un transfert de risque qui vient de vous tomber dessus, sans la moindre négociation. Troisième chose, et c'est le cœur de la grille, suivez le coût, pas le communiqué. Quand un État ou un fournisseur annonce une avancée sur les agents, ne demandez pas si c'est innovant. Demandez vers qui le dispositif déplace la facture. Vous connaissez déjà les portes de sortie, ou bien le coût retombe sur le client, ou bien il s'arrête chez un fournisseur assez gros pour l'absorber. La pire, c'est la troisième, celle que Milei assume tout haut, une coquille que personne ne pourra jamais poursuivre. Quatrième réflexe, pour les actes à fort enjeu, ne déléguez pas le dernier geste. Sur les montants qui comptent, exigez une validation humaine et gardez un journal d'audit sous votre contrôle. Le matricule, lui, ne trace qu'après coup. Vous voulez un cran d'arrêt avant que l'argent parte, parce que la trajectoire, elle, est lisible. Les juges, pour l'instant, font remonter la responsabilité jusqu'au propriétaire. Air Canada a payé, Google a perdu en Allemagne. Mais chaque nouvelle couche d'identité officielle posée sur les agents offre aux avocats un argument de plus pour couper cette remontée. Le matricule estonien, s'il arrive sans règle de responsabilité, c'est un cadeau aux mieux armés de la chaîne. Et voilà pourquoi la phrase d'IBM en 1979 reste la plus lucide de toute cette histoire. Un ordinateur ne peut jamais être tenu pour responsable. La vraie décision n'a jamais été de savoir si la machine pouvait porter un nom. Elle a toujours été de savoir quel humain, quelle entreprise accepte de répondre à sa place. L'Estonie va donner une identité à la machine. La question qu'elle vous laisse, et qu'aucun matricule ne réglera, tient en une ligne. Le jour où votre agent se trompe, est-ce votre nom ou le sien qui apparaît sur la plainte ? Vous écoutiez Estonie, une identité légale pour les agents IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.